Bonjour. Je suis en train de potasser un petit peu. C'est moi qui l'ai écrit. La mesure sacrée des anciens, l'univers mégalithique, tome 1. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Oh, c'est un boulot, je dirais que c'est le résultat d'une dizaine d'années de curiosité sur les mesures qu'employaient les anciens. Et le garde mégalithique m'apparaissait être la première dont il fallait faire un petit ouvrage spécifique dessus. Le garde mégalithique, donc, c'est une mesure, donc, pour rappel, qui a été découverte par le professeur Alexander Thom, un ingénieur écossais, qui avait découvert l'usage de cette mesure de manière statistique. Il avait étudié des centaines de cercles de pierre. En Écosse, en Grande-Bretagne, il est venu également en France, notamment dans la région de Carnac. Et en faisant ça, il a déduit statistiquement une mesure employée sur les cercles de pierre qui apparaissait en nombre entier sur les diamètres ou sur les périmètres des cercles ou sur les principes géométriques qui sous-tendaient la conception des cromlechs qui n'étaient pas forcément circulaires, qui pouvaient être de forme un petit peu ovoïde, et dont il a compris que ces cromlechs étaient faits sur la base de triangles pythagoréciens. Donc forcément, s'il y a une géométrie, il y a une mesure, et donc le professeur Thom a découvert cette mesure qu'il a publiée en 1955, qui a été validée par la Royal Société de Statistique londonienne, et qui mesurait 82,9 cm, les premières estimations à cette époque-là, et qui a été accueilli avec parfois enthousiasme, parfois beaucoup de rejet. Et le professeur Thom a continué à bosser dessus pendant une vingtaine d'années, même plus que ça, peut-être une trentaine d'années, jusqu'à la fin de sa vie, avec son fils. Et au fil de ses recherches, il a affiné petit à petit la longueur de cette mesure à 82,94 cm. Par la suite, d'autres chercheurs, comme Howard Crowers, euh, se sont appuyés sur cette mesure et l'ont découvert dans d'autres sites en Bretagne et ailleurs. Et moi, j'ai fait le même travail. J'ai constaté l'emploi du verre mégalithique à d'autres endroits. Et donc, et de manière différente, sur des distances beaucoup plus grandes que juste les cromlechs, qui sont des cercles de pierre de quelques dizaines de mètres, voire 100 mètres pour les plus grands. Et donc, en fait, on a trouvé l'emploi de cette mesure sur des dimensions beaucoup plus importantes. Et cette mesure, en fait, elle a été accueillie avec plus ou moins d'enthousiasme, mais globalement, personne n'est parvenu à démontrer que le professeur Thom avait tort. Il y a des gens encore qui pensent que son travail n'était pas rigoureux parce qu'il s'appuie sur des avis, non pas des preuves, sur des sources en fait qui évoquent le fait que ça n'aurait pas été très bon et qu'on ne peut pas envisager que les anciens de cette époque-là aient pu avoir une mesure harmonisée sur un tel territoire. Mais hormis citer des sources qui contestent la découverte, aucune preuve n'a été apportée. Par exemple, Bruegel, Clive Bruegel, qui est un archéoastronome, dans un bouquin, parlait du garde mégalithique, et beaucoup de gens le citent pour justifier que non, le garde mégalithique, c'est pas vrai, c'est pas du tout sérieux. Bruegel a dit que c'était pas vrai. Sauf que cet auteur-là n'a absolument pas étudié le travail du professeur Thom, il n'a pas repris le travail statistique, n'a pas repris les mesures. Il s'est contenté de dire nous n'avons pas à accepter les propositions du professeur Thom parce que sinon, nous devons accepter que les bâtisseurs mégalithiques connaissaient les triangles pythagoriciens, ce qui est totalement inconcevable. Donc en fait, Bruegel s'appuie simplement sur un raisonnement circulaire. Il part du principe qu'au néolithique, les bâtisseurs de menhirs et dolmens ne pouvaient pas connaître la géométrie. Donc ils ne pouvaient pas connaître le garde mégalithique puisque c'est de la géométrie que le professeur Thom l'a déduit. Donc c'est juste un avis. Ce n'est pas du tout une preuve. Et les rares autres tentatives qu'il y a eu sont de Gérardin et Freeman, qui ont utilisé un autre outil statistique, mais dont nous démontrons dans l'ouvrage qu'il n'est pas valable. Puisqu'en fait, il y a eu d'autres auteurs par la suite qui ont montré que l'outil statistique employé, le quantogramme, ne fonctionne pas si plusieurs unités de mesure sont mélangées dans l'échantillon.
Or, il y a plusieurs mesures dans le système mégalithique. Et donc, l'outil statistique ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, personne n'a pu contester vraiment le travail du professeur Tom, et au contraire, tous les faits que nous découvrons vont le confirmer. Et moi, ça fait longtemps que je travaille dessus, c'est le sujet que j'ai peut-être le plus bossé, c'est la métrologie. Et j'ai fait des découvertes fascinantes sur le garde mégalithique, et il fallait que je les mette dans un livre. Ce que je mets dans ce livre, par exemple, c'est que les bâtisseurs égyptiens connaissaient la mesure du garde mégalithique et l'ont déployé sur le plateau de Gizeh. Si vous mettez à mesurer la grande pyramide non plus en coudée royale, mais en garde mégalithique, vous aurez d'étonnantes surprises. Par exemple, vous allez constater, si vous tracez un carré, dont le côté est la hauteur de la pyramide, donc vous imaginez la pyramide, votre triangle, en fait on fait un carré qui vaut la hauteur. Eh bien, la diagonale de ce carré vaut exactement les 100 toises mégalithiques, c'est-à-dire 207 mètres 36. C'est étonnant. Et imaginons maintenant que vous développez non pas un carré, mais un cube. Un cube sur ce carré. Qu'est-ce que vous découvrez? Une autre mesure qui est liée aux mesures anciennes, 254 mètres serait la diagonale d'un cube qui aurait pour côté la hauteur de la grande pyramide. Ça veut dire que la grande pyramide, en fait, est aussi un étalon de plusieurs mesures. La grande pyramide, certes, abrite la coudée royale, ça ne fait aucun doute, mais elle contient également, dans sa géométrie et ses dimensions, l'étalon de mesure du garde mégalithique et des mesures anglaises, puisque le pouce anglais apparaît. Il y a 254 mètres dans le cube qui correspond à la hauteur de la grande pyramide. On a en fait un système complet qui vient relier les mesures. Et il y a d'autres éléments que j'apporte qui montrent que les Égyptiens connaissaient le garde mégalithique et qu'en fait cette mesure, qui est la plus ancienne connue, fait partie d'un système de mesures qui inclut les mesures anglaises, les mesures égyptiennes et, chose tout à fait étonnante, le mètre. Ces quatre éléments-là, garde mégalithique, mesure égyptienne, le mètre et les mesures anglaises, sont en fait des mesures issues d'un seul et même système de pensée, et ces mesures sont reliées par des principes géométriques extrêmement simples. Et ça, c'est ce que je montre dans le livre, et je montre aussi des preuves à très très grande échelle que les Égyptiens connaissaient cette mesure. Et une des preuves majeures est que la position de la grande pyramide se trouve à exactement 4 millions de yards mégalithiques de l'équateur. Depuis la position exacte de la grande pyramide, de son centre déterminé par un GPS par Glenn Dash, si je trace une ligne plein sud jusqu'à l'équateur, je vais trouver 3317,830 km de mémoire. Et ça fait 4 millions de yards mégalithiques. Avec une précision qui est stupéfiante, qui correspond à la valeur de 82,944 cm, la valeur du yard mégalithique, qui a été ajustée par la suite à l'issue des travaux de Howard Crowhurst. Puisque le professeur Tom, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'était arrêté à 82,94 cm. Et Howard Crowhurst, avec d'autres chercheurs autour de lui, comme Thierry Mao, ont compris que la mesure exacte était 82,944 cm. Et il y a des raisons tout à fait intéressantes pour soutenir ça. Et quand je vous dis 82,944, c'est une mesure qui est étalonnée par rapport à un étalon qui est le mètre. Car le mètre fait partie du système de connaissances ancien, c'est une évidence, même si c'est totalement anachronique, même si l'histoire ne nous l'apprend pas, puisqu'officiellement c'est une mesure réintroduite introduite à la Révolution française, mais qui en fait existait déjà, et était visiblement plus ou moins secrète, ou plus ou moins perdue, on ne sait pas. Et les découvertes que j'ai faites sur le garde mégalithique, elles vont assez loin, puisqu'elles montrent en fait que c'est une mesure qui a été étalonnée sur des paramètres pas seulement liés à la taille de la Terre, mais liés à des paramètres astronomiques. Si on veut mesurer le temps, si on veut mesurer
un certain nombre de choses. Il y a des outils physiques tout ça, tels que les pendules par exemple, qui consistent à faire osciller une corde au bout d'une, enfin, une pierre au bout d'une ficelle par exemple. Eh bien, la vitesse à laquelle le pendule va osciller va dépendre de la longueur de la corde. Et il y a des paramètres comme ça de sciences physiques qui sont étonnants, que j'ai découvert en creusant un petit peu sur les propriétés de cette mesure. Et je peux dire sans problème que c'est une mesure qui a été pensée en fonction de critères euh, bien plus sophistiqués que ce que nous avons fait aujourd'hui, nous, pour réintroduire le mètre. Puisque le mètre a simplement été déterminé comme étant la 10 millionième partie du quart du méridien. Le yard mégalithique, c'est bien beaucoup plus subtil que cela. Qu'est-ce que je peux vous dire d'important également sur cet ouvrage? Euh, le yard mégalithique, par exemple, du moins la toise, qui vaut 2,5 yards, est ce qui aura donné naissance au pied romain, par exemple, puisque un pied romain vaut 1/7 de toise mégalithique. Euh, Cette mesure, le pied romain, c'est pareil, elle a des implications étonnantes, elle est liée également, qu'on a vu au yard mégalithique. Elle a été employée aussi de manière concomitante dans la métrologie égyptienne, même si c'est un peu plus subtil pour le découvrir. Mais toutes ces mesures, en fait, sont, comment dire ça, sont imbriquées et permettent de s'étalonner au-delà de la Terre. C'est pas seulement la Terre qui va être impliquée dans l'étalonnage des mesures. La lutte, par exemple, fait partie des paramètres qui ont déterminé la longueur de ces mesures-là. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je mesurais la Lune en yard mégalithique, son diamètre, au lieu de faire 3474 km, ça va donner 4188 kilo yard mégalithique. Et ce nombre-là, c'est 4 tiers de pi. C'est 4 tiers de 3,1416. C'est donc aussi 8000 coudées royales, par exemple. Et donc ça, c'est curieux parce que le diamètre de la Lune, mesuré en yard mégalithique, nous délivre numériquement un nombre qui correspond à la valeur de la coudée royale en mètres. Je le redis. Je mesure la Lune avec le yard mégalithique. Au lieu de trouver 3474, je trouve 4188,8 kilo yard mégalithique. Ce nombre-là, si je le convertis en coudée royale, ça fait 8000. Et ce système de conversion-là n'est possible que parce que nous mesurons la coudée royale et le yard mégalithique en mètres. Juste cette petite opération, elle montre que ces mesures sont liées. Parce que si le mètre valait, mettons, 95 cm, donc était plus petit, eh bien ça modifierait de manière proportionnelle la longueur du yard, ça modifierait la longueur de la coudée, et du coup cette opération mathématique deviendrait fausse. Et donc il y a d'autres exemples comme ceci dans le livre, et ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, et je pense qu'il y aura une suite qui ne sera pas forcément le yard mégalithique, mais qui sera la coudée royale égyptienne. Le tome 2 sera sur la coudée royale égyptienne. Et il y a vraiment des choses incroyables à expliquer sur ces mesures, et si j'ai dit la mesure secrète des anciens, c'est pas un mot accrocheur, c'est vrai. C'est vraiment des secrets qu'on a perdus. Et j'en ai la conviction, et je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Et je pense que je ferai sûrement une conférence prochainement pour parler du yard mégalithique uniquement et de toutes les implications que cela a en réalité sur notre connaissance du monde ancien. Merci, et puis bonne lecture pour ceux qui ont le livre, et puis rendez-vous pour la conférence.